Le 27 avril 1975, la voiture du bord me conduit à l'aéroport de Fars. Un peu plus tard, je prends place dans un DC-6 du commandement opérationnel des transports aériens militaires, le COTAM, à destination de Mururoa. Sitôt décollé, nous survolons la zone portuaire et le Henri. Le quadrimoteur à hélice ronronne et vibre alors qu'il prend de l'altitude pour atteindre son niveau de transit. Je suis surpris ensuite par la subite baisse de régime des moteurs et la sensation de décrochage qui marque la prise de palier. Le ciel est dégagé, mais la vue se limite à l'espace maritime uniformément bleu que nous survolons. Il faut attendre la phase d'approche sur Mururoa pour revoir vraiment la terre. Après avoir accompli les quelques formalités d'arrivée, je suis pris en charge par l'un de mes futurs chefs. Il me précise que je suis affecté en renfort au centre d'information et de commandement du groupement opérationnel des essais nucléaires, autrement dit le CIC Goen. Avec la méhari du service, nous quittons l'aéroport, nous passons devant la batellerie et les installations portuaires. Nous entrons dans la zone vie pour rejoindre le bungalow où désormais je vais séjourner. Je le partage avec 3 contrôleurs de l'aéronautique navale, affectés eux aussi en renfort pour la durée des expérimentations. Une fois les présentations faites, j'entame le circuit administratif que tout nouvel embarqué doit suivre, avec en poche ma feuille de mouvement. Chaque fois que nécessaire, je suis assisté par un de mes nouveaux collègues ou par l'un de mes chefs, notamment pour établir le badge donnant accès au blocos de commandement, le béton comme on le surnomme ici. Ce quartier général des opérations est gardé par la Légion étrangère qui refoule, sans distinction de grade, les personnels ne portant pas leur sésame. On raconte que même l'amiral commandant le Goen s'est vu refuser l'accès au béton pour s'être présenté sans son badge aux factionnaires. Les bungalows et autres aménagements de la zone vie sont disséminés dans la verdure, sous les cocotiers, au milieu d'arbrisseaux caractéristiques de la flore de l'atoll, et aussi de plantes importées et soigneusement entretenues par les gens en affectation. Il n'est pas rare de trouver des bouts de terrain transformés en potager ou en verger. Les allées, souvent désherbées, et les massifs parfois fleuris, ont été matérialisés par des alignements de gros cailloux. Tous ces travaux d'initiative personnelle, tous ces efforts déployés pour les maintenir en bon état ont une double motivation, l'amélioration du cadre de vie et l'occupation du temps libre. Durant mes années passées sur les avisos, je n'ai habité que des postes où nous dormions à 33 sur 3 niveaux de couchettes dans des espaces d'environ 50 mètres carrés au sol. Ici, nous disposerons pour 4 d'une surface presque identique, d'un mobilier sobre mais complet et d'un lavabo. Les sanitaires placés à l'extérieur sont affectés aux occupants de petits groupes de bungalows. Le surlendemain de mon arrivée, un badge accroché à ma chemisette, je suis piloté vers le béton. C'est un bâtiment massif, long, triste, doté d'un pylône supportant divers aériens, dont celui du radar de veille air, une antenne de V23. Au bout de l'entrée, après un double crochet à droite, je passe devant la baie vitrée du poste de commandement de la direction des applications militaires, le PC DAM, le seul endroit qui ne m'est pas ouvert par le badge que je porte. Derrière la vitre, je vois plusieurs écrans vidéo rectangulaires ainsi que des appareils qui me sont inconnus. Immédiatement à côté se trouve le CIC où je vais travailler. La pièce haute et longue est équipée d'un matériel rencontré habituellement dans un central opération. Indicateur radar IPH4, moyen d'identification IFF, moyen de liaison en phonie, tableau de renseignements divers, plot air, table traçante surface. Les opérateurs, face à leurs outils de travail, tournent le dos à une tribune depuis laquelle les autorités militaires et civiles, assises sur les gradins, ont une vision globale sur le centre d'information.
Une immense vitre sépare les observateurs des opérateurs. Par une petite porte à droite, on accède au local radar, lui aussi classique. La suite de cette visite guidée du béton a pour objet de me présenter aux diverses personnes avec qui je vais être en relation pour le travail, en particulier aux gens des transmissions de l'armée de terre. Ils ont remplacé les marins, pourtant moins nombreux, afin de réduire les charges financières endossées par la marine, présentes dans tous les domaines d'activité depuis le début des expérimentations nucléaires dans le Pacifique. C'est du moins ce qui se dit. Toujours sous réserve, il devrait en être de même pour ce qui concerne le fonctionnement du centre d'information et de contrôle. Là, c'est l'armée de l'air qui assumerait cette tâche en augmentant elle aussi les effectifs. En dehors des périodes d'essai, le service au CIC se fait par tiers. 3 équipes de 2 personnes assurent une veille aérienne et un contrôle des vols entre Papeete-Wha, Mururoa et Ao. Sont aussi de notre ressort les patrouilles de surveillance maritime et éventuellement les vols interinsulaires des hélicoptères. Les liaisons phoniques pour nous en français se font sur les fréquences de l'aviation civile. Nous entendons régulièrement les vols internationaux signaler leur position à phare. Les compagnies riveraines comme Lancashire, Qantas, Panam, Japan Airlines, UTA, Air France, pour ne citer que les plus connus, se partagent le ciel de la région. Nous n'intervenons jamais auprès d'elles. Quand phare cesse d'exercer son contrôle sur un vol militaire, il s'est auparavant assuré que nous avons déjà pris contact. Le pilote nous transmet alors les éléments du vol comme l'altitude, le cap, l'heure probable d'arrivée, la météo sur zone, le nombre de passagers et bien sûr les positions successives de l'avion. Souvent ces dernières sont relevées par rapport aux îles qui jalonnent le parcours. Par exemple, nous entendons Alpha Whisky, travers Ereretue, ou Amanuraro, ou encore Tematangi, etc. Dès que nous obtenons un contact radar sur l'avion, c'est nous qui le renseignons sur sa position en azimut et en distance par rapport à la piste. On nous demande aussi la météo locale au sol et d'autres services comme par exemple la réservation d'une table au mess pour le repas. Quand le pilote doit débuter sa descente, nous le confions à la tour de contrôle de Mururoa qui guide son approche finale. La surveillance de la zone maritime autour des sites est assurée en période d'essai par des avisos escorteurs et par d'autres bâtiments plus petits. Il y a aussi en permanence des patrouilles aériennes effectuées par les aéronefs de la Marine nationale. Quand nous avons sous notre responsabilité le vol de ces avions qui quadrillent l'océan, nous les suivons sur table traçante au centre d'information et de contrôle et nous les guidons, si nécessaire, vers d'éventuels contacts radars. Je suis le seul dans notre équipe à n'avoir jamais eu de formation dans le contrôle aérien. L'apprentissage est cependant rapide, facilité par l'utilisation de la langue française, par un faible trafic, par une pression réduite du fait que je suis toujours accompagné, facilité aussi par l'engouement que j'ai pour cette nouvelle fonction. On me fait confiance, je crois, et c'est ainsi qu'un jour je me trouve momentanément seul au central information et contrôle, devant mon indicateur radar, avec en l'air un DC-6 qui me demande une couverture. J'ai certainement mal compris. Je fais répéter à mon interlocuteur qui confirme « Une couverture, envoyez-nous une couverture ». Un court instant, je bute sur l'absurdité d'une telle demande, et puis je cherche des synonymes, des interprétations du mot compte tenu du contexte. Par peur du ridicule, je m'interdis une demande de précision. J'abandonne mon poste et je cours chercher mon chef qui est censé faire une ronde au PC radar. Il n'y est pas. En repassant devant mon poste de veille, j'entends le haut-parleur qui m'interpelle sur un ton irrité. « Alors, vous l'avez ma couverture ?» Paniqué, je finis par trouver le responsable de quart qui discute bien loin de son lieu de travail.
Il sourit en m'écoutant et va chercher lui-même la couverture, qui n'est autre qu'une couverture météorologique sur tout le trajet de l'avion de Tahiti à Mururoa. Les distractions sur le site sont rares. Il y a la baignade sans risque de contamination, mais la plage autorisée côté lagon présente un danger. Les poissons-pierres. Ils ont des épines très venimeuses et sont difficilement décelables sur le fond. Il est conseillé de ne pas poser les pieds sur le sable, sinon en étant chaussé de sandales ou de chaussons de plongée. Durant les week-ends, des campings sont organisés sur les motus, avec au programme baignade, pêche, barbecue et rosée. La visite de certains lieux du site est encadrée, comme par exemple celle des blocos des pas de tir. Le foyer, bien agréable, dispose entre autres possibilités d'un bon programme de films à découvrir presque tous les soirs de la semaine. Le dimanche matin, il organise aussi un tiercé, très prisé par tous les personnels. Ce tiercé, où les paris sont interdits, mais couramment pratiqués, s'apparente au jeu de petits chevaux. La maquette d'un champ de course, bien dessiné, bien décoré, est posée sur plusieurs tables réunies. Des couloirs divisés en un nombre identique de cases constituent autant de pistes de trajectoire que vont emprunter des figurines de chevaux montés. L'animateur fait avancer à tour de rôle les montures d'un nombre de cases égal au montant affiché par des dés qu'il lance en présence des parieurs. Les 3 premiers chevaux à franchir la ligne d'arrivée constituent le tiercé gagnant. Plusieurs courses sont ainsi organisées en matinée, déchaînant chacune de vraies passions où cris et encouragements fusent comme sur un véritable champ de course. L'apéritif à la mode coule à flot, surtout quand il remplace les mises en francs CFP. Je me suis laissé piéger, comme tant d'autres, par des gains destructeurs payés en chartreuse verte. Finalement, je me plais bien ici et une affectation d'1 an ne me dérangerait pas, d'autant plus que, si j'ai bien compris, les permanents bénéficient d'une semaine de repos à Tahiti, à Mataya, tous les 6 semaines. Le temps qui passe nous rapproche de la prochaine expérimentation atomique. La France, sous la pression internationale, renonce à ses essais aériens. Le prochain tir, et aussi le premier à être effectué sous terre, il sera réalisé à Terme Sud sur l'atoll de Fangatofa. Pour la circonstance, des missions spécifiques nous ont été définies. En ce qui me concerne, je suis chargé, en second, du contrôle d'une alouette placée en observation pour relever visuellement les effets en surface de l'explosion. Cet hélicoptère est aussi porteur de moyens de prise de vue et de transmission vidéo destinés à véhiculer des images jusqu'au PC de la direction des applications militaires. C'est la mission Almé. La bombe, profondément enfouie dans le basalte, devrait en explosant creuser une caverne en forme de poire dont les parois vitrifiées seront étanches. Le puits d'origine, avant de s'effondrer sur lui-même et de fermer ainsi la cavité, devrait laisser s'échapper des gaz, peut-être aussi quelques matériaux jusqu'à 600 mètres d'altitude. L'onde de choc atteignant la surface est censée soulever sur Terre un peu de poussière et provoquer à la surface des eaux du lagon une sorte de bouillonnement. Des mesures seront faites sur des prélèvements de matériaux rejetés. Le 5 juin 1975, le tir souterrain baptisé Achille se déroule apparemment sans problème, avec des premiers effets observés conformes aux prévisions. À cet instant, en étant titulaire d'aucun poste à responsabilité, je m'étais positionné devant la vitre du PC de la direction des applications militaires, face aux écrans vidéo. À ma grande déception, je n'ai rien observé. Avec la fin de cette expérience, ma mission en renfort se termine. Le central information et contrôle est désarmé. Je suis au chômage. Cependant, parce que je suis célibataire, l'administration me laisse entendre que je dois être le dernier rapatrié de l'équipe. Très vite, mes nouveaux copains et partenaires de longue partie de tarot s'envolent vers la France. Du coup, je dispose seul du vélo Solex qui nous avait été affecté
et je tue le temps dans de longues randonnées sur 2 roues, visitant tous les endroits accessibles. Le 22 juin 1975, j'obtiens mon passage sur Papeete et le 23 juin 1975, une place sur un vol du commandement opérationnel des transports aériens militaires, le COTAM, à destination de la France. Cette place m'a été réservée. Le 25 juin 1975, après une escale à Los Angeles, le DC-8 de l'armée de l'air se pose à Roissy. Je me fais déposer en taxi au numéro 2 de la rue Royale. Je me présente, comme je l'ai déjà fait auparavant, au bureau du personnel. Les choses ont changé ici aussi. Les postes sur les avisos escorteurs sont maintenant convoités depuis qu'existe la possibilité pour les familles de rejoindre outre-mer les maris affectés à ces bâtiments. Je m'entends même dire « vous y êtes déjà allé, chacun son tour ». C'est, je l'admets, très vrai. Sauf qu'à l'époque, personne ou presque n'acceptait de partir 30 mois sans famille au bout du monde. Je me vois néanmoins proposer un poste d'une durée d'1 an, sans famille, évidemment, à Djibouti, sur le bâtiment atelier polyvalent, le Jules Verne. Il est encore en armement à Brest et doit rallier la Corne de l'Afrique dans 14 ou 15 mois. Comme je pense qu'il vaut mieux tenir que courir, j'accepte cette nouvelle affectation lointaine, mais sans grand enthousiasme.